Cette semaine à l'émission, on se demande pourquoi, même après 4 siècles, l'œuvre de Shakespeare résonne encore autant dans le théâtre de notre monde. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Je me demandais si c'était bienvenue à quoi, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait ici. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode sur William Shakespeare. Drôle d'idée quand même de parler de Shakespeare pendant 1 heure dans un magazine catholique, mais je pressens, en fait j'en ai même l'intime conviction que mes 3 invités aujourd'hui sauront asseoir la pertinence de ce thème. D'abord parce que ça a été une révélation, en tout cas, ou un moment marquant, assurément, dans la vie de Chante. Bonjour, Chante Paradis. Salut, Antoine. J'ai dit Shakespeare a été un moment marquant. C'est un peu exagéré comme figure de style, mais ouais, quand même. Oui. Je me rappelle, j'ai lu Macbeth au secondaire, je pense en secondaire 4. On avait un prof de littérature qui était très, très, très bon. Ils sont pas tous allumés de même. Là. Non, vraiment pas. Là. Lui, on a des profs de littérature ici sur le plateau. Là. Non. Ah, ils sont pas tous allumés? Ils sont très allumés. Très allumés. À St. Patrick's. St. Patrick's High School. J'allais à l'école anglaise. En langue originale. J'avais pas nécessairement compris grand-chose à l'époque. Ouais. Parce que déjà, la première fois que tu lis une pièce en anglais shakespearien, c'est quand même difficile, même si j'étais bilingue. Mais tu sais, le professeur, il nous avait quand même expliqué la pièce, puis ça m'avait vraiment impressionné et marqué. Je m'étais rendu compte que, je sais pas, j'étais face à de la grandeur, puis j'avais comme jamais expérimenté cette profondeur-là, puis cette lourdeur existentielle là, à l'école, en tout cas pas au secondaire. Ben ouais, puis en secondaire 4, t'avais 16 ans à peu près, 16-17 ans. Fait que, là, je commençais quand même à me poser certaines questions et... Alors, très, très heureux de t'avoir avec nous là, pour aborder ce thème, ma foi, très riche. Hein? Il y a comme plusieurs couches là-dedans. On va évidemment parler de littérature, des aspects plus linguistiques, là, peut-être, mais plus encore la question du sens, hein, qui est très profond. Dans l'œuvre de Shakespeare, Isabelle Gagnon, bonjour. Bonjour, Antoine. Doctorante en littérature. Tu es spécialisée dans la littérature de la Renaissance. Renaissance française. On est dans la bonne époque cette fois-ci. Absolument, absolument. Parce qu'on avait parlé d'autres époques dans d'autres épisodes. Avec toi, là, on est pile poil dans ton secteur, disons. Mais de l'autre côté de la Manche, là, toi, tu es plus spécialisé de la littérature française, mais tu t'es intéressé quand même à Shakespeare. Bien, je pense que tout le monde qui aime la littérature a lu un peu de Shakespeare. Tout le monde qui se respecte en ce moment. Tout le monde qui se respecte, toute pointe. C'est correct. Non, mais en fait, oui, j'ai eu la chance de lire Shakespeare pour la première fois au cégep, en français, mais quand même, Hamlet, j'ai trouvé ça quand même marquant. Puis ensuite, j'en ai lu quelques-unes. J'ai eu l'occasion d'écouter Macbeth de Roman Polanski en fin de semaine, mais surtout, en fait, c'est Sean qui son intérêt pour Shakespeare qui m'a vraiment fait réaliser à quel point c'était important dans une vie même potentiellement de chrétien. Donc, disons, je trouve que ces œuvres universelles-là, puis cet artiste-là en particulier, je trouve ça fascinant. J'ai juste envie d'en lire plus. À chaque fois que je lis une pièce de Shakespeare ou que j'écoute un opéra ou un film, j'ai toujours envie d'en apprendre plus. Et pourtant, c'est un seul homme. Donc, Fait qu'il y a quelque chose de contagieux, si je comprends bien. Tu étais un peu contaminé par Sean. Là, tu vas sûrement un peu, en tout cas, essayer de nous contaminer aujourd'hui, me contaminer à tout le moins. Et peut-être les auditeurs aussi, ceux qui sont moins familiers avec l'œuvre de Shakespeare. En fait, c'est un peu ça l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, hein, que la bonne nouvelle se répande autant que possible. Merci d'être là, Isabelle. Bienvenue. Alex Deschaines, salut. Oui, salut. Heureux de te retrouver sur le plateau. Ça faisait un bail. Ça faisait un bail, en effet. Ça fait très longtemps. Alors, très heureux. Puis, surtout très heureux, moi aussi, d'être là dans parler d'une œuvre que j'affectionne beaucoup, beaucoup. Tu enseignes la littérature, la littérature plus française. Là, c'est là où j'enseigne, la chance qu'on a, c'est de vraiment pouvoir y aller avec ce qu'on aime. Okay. Je ne sais pas si je pourrais introduire... Oui, ce serait possible d'introduire Shakespeare même aux étudiants, là, si le contexte le permet, selon le cours. Là. Comment Shakespeare est venu à toi? Récemment,
j'ai été au funérailles de M. de Coninck, Thomas de Coninck aussi, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, grand philosophe au Québec. Puis en fait, c'est grâce à M. de Coninck, j'ai assisté à un séminaire sur Shakespeare. J'avais, un peu comme disait Isabelle, au secondaire, au cégep, je me souviens avoir vu au théâtre Macbeth, Othello, peut-être même certainement Roméo et Juliette, à quelque part, dans tout ça. Et puis... En fait, la différence, c'est que, d'abord, évidemment, M. de Coninck est un grand professeur, mais le fait d'en lire beaucoup, soudainement, puis autant des comédies que des tragédies. On retient surtout ces tragédies, souvent, mais c'est très riche aussi, ces comédies. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, Shakespeare, c'est tout un monde. C'est plein de personnages qui partagent des philosophies différentes, en réalité. Et donc, c'est là où ça devient vraiment fascinant. C'est pas quand on en lit une, ni même deux, mais vraiment quand on commence à en lire plusieurs, que là, c'est vaste. C'est, comme tu disais, qu'un seul homme ait pu écrire toutes ces pièces. Et de la poésie en plus. C'est quand même quelque chose. C'est discuté, c'est un peu quand même le fait qu'il ait pu écrire tout ça. Il y aurait eu de l'aide ou... c'est-à-dire que oui, c'est pas le théâtre de Shakespeare. Lui-même, Shakespeare, et à l'époque, c'est un travail qui est collaboratif aussi. Il travaillait avec d'autres metteurs en... à l'époque, c'est pas des metteurs en scène, c'est des dramaturges, c'est ça, etc. Puis on sait que pour certaines pièces, en effet, il y a eu la main de l'un et de l'autre, mais l'authenticité, ça reste une façon de faire acheter des livres ou de faire parler, là, de dire « Ah, est-ce que c'est vraiment lui qui a écrit? » Mais je pense qu'il n'y a personne qui doute réellement de l'authenticité des œuvres de Shakespeare. Il reste que... Autant dans les thèmes que dans les... Dans le détail, est-ce que telle ligne était de Shakespeare ou est-ce que c'est la première version de telle œuvre? Parce que même des œuvres aussi célèbres qu'Hamlet, j'ai fait moi-même, il y en existerait plus d'une version en réalité. Oui, parce qu'elle n'était pas écrite de façon définitive au moment où elles étaient jouées pour la première fois. C'est ça, quand elles étaient jouées, c'était comme des copies qui circulaient entre les acteurs pour que ça puisse se faire, mais les œuvres complètes, ça date de 1623, donc quelques années après sa mort. Le canon était fixé un peu plus tard. C'est après sa mort que justement, c'est les acteurs eux-mêmes. C'est ça, il y en a qui ont repris les pièces, qu'ils ont retravaillées, puis il y a deux versions souvent, le quarto puis le folio. Puis il y en a qui sont tellement très différentes que même il faut publier les deux versions séparément. Donc, c'est tout le contexte éditorial de Shakespeare. Là, t'es lancé, Isabelle. Tu me parles du contexte éditorial. Prenons un pas de recul encore. Le contexte d'apparition de cet homme-là dans l'histoire avec un grand H. Parle-nous-en un peu. Bien, Shakespeare est un homme anglais, né à Stratford-upon-Avon, donc en Angleterre. Puis il va devenir en 1564. Donc, c'est vraiment la Renaissance européenne qui se produit à différents endroits. On a déjà le roi Henri VIII qui a été de passage, là, juste pour donner des petits repères historiques à certains qui se demanderaient. Puis, il finit par écrire durant l'ère élisabéthaine, c'est-à-dire l'ère d'Élisabeth Ier, qui est une ère assez stable. Protestante. Elle, c'est une reine protestante. Donc, il va voyager entre cette ville-là, Stratford, et Londres durant toute sa vie. Il se marie avec son épouse Anne Hathaway, avec laquelle il aura 3 enfants, dont un fils, sur lequel il y a un film. Il y a comme une espèce de fiction biographique, Hamlet, sur sa vie, sur leur relation familiale, malgré qu'on n'ait pas nécessairement beaucoup d'informations sur leur vie familiale. En fait, il y a plusieurs années, juste avant la montée de la carrière de Shakespeare, sur lesquelles c'est les lost years de Shakespeare, donc c'est les années perdues. On ne sait vraiment pas grand-chose. Mais on sait que par la suite, c'est autour la fin des années 80, 1580, 90, 80, donc les premières traces écrites on sait qu'il performe et écrit des pièces de théâtre. Il y a fin vingtaine, début trentaine à cette époque-là. Voilà. C'est un jeune homme établi. Là. C'est un jeune homme établi, quand même. Puis, on ne sait pas trop. Il y a plusieurs idées sur comment il serait entré dans le milieu du théâtre, peut-être en étant... il menait les chevaux à l'étable pour certains riches devant les théâtres. En tout cas, il y a plusieurs légendes. C'est fascinant, mais ça, c'est tout un... On ne va pas s'étendre là-dedans. S'étendre en histoire. Et il finit par écrire, donc, entre ces années 1590 et
1613 à peu près, l'essentiel de son œuvre, des années très actives, des comédies, des histoires, donc qui portent sur des sujets vraiment plus historiques de certains rois qui ont réellement existé, et des tragédies qui sont basées sur des chroniques historiques qui sont publiées à l'époque et dont la véracité n'est pas nécessairement essentielle, mais c'est pour créer du drame. Donc Hamlet fait partie de ça, Macbeth fait partie de ça, King Lear aussi. Les romances également. Richard III, Richard III, Richard II. Donc, oui, il y en a énormément. Donc, il y a à peu près, c'est 39 pièces, si je ne m'abuse, qui sont vraiment de lui, complètes. Après ça, il y a aussi des collaborations de part et d'autre, comme Alex disait. Ben, j'allais juste mentionner une chose qui est fort intéressante, je trouve, au plan biographique, c'est qu'il meurt la même année que Cervantes. Puis Cervantes et Shakespeare sont considérés comme les deux grands piliers de la littérature moderne. Et Shakespeare aurait voulu adapter Don Quichotte, ou du moins une partie de Don Quichotte au théâtre, ce qui s'est jamais fait. C'est genre la pièce perdue, ça porte sur un personnage dans Don Quichotte. Donc, il y a eu quand même un lien entre les deux. C'est intéressant. Très ténu, mais... Ouais. Puis, en fait, tu parles de la fin de sa vie, mais le Globe, qui est le théâtre de sa troupe, dans le fond, le théâtre dans lequel il jouait et présentait ses œuvres, a brûlé peu avant sa mort aussi. Donc, il y a quand même une espèce de déclin comme soudain, finalement. Là. Puis, oui. Puis, pour souligner, dernier élément sur l'importance de son vivant, de son travail, c'est qu'il a monté rapidement en popularité, mais il a aussi sa troupe était reconnue comme la troupe du roi à partir du règne de Jacques, donc, ou James. Les Kingsmen, d'ailleurs. Les Kingsmen, imagine. Le nom de la troupe était devenu... Ils ont changé leur nom de troupe pour devenir les Kingsmen, puis il y avait le Globe. Donc, c'est vraiment... c'est fascinant. Puis ils ont reconstruit le Globe aujourd'hui, pas exactement au même endroit, à une centaine, 200 mètres à peu près, de l'endroit original. Puis on peut faire l'expérience des pièces shakespeariennes à Londres à ce jour. Mais même avant d'être la troupe du roi, ils étaient soutenus par Lord Chamberlain, je pense. Ben, c'est le roi Jacques, en fait. Ah oui, OK. Voilà, c'est lui, en fait. OK, qui est devenu le roi Jacques. Oui, exactement. Mais il jouissait du luxe d'être soutenu par un mécène. Et donc, de son vivant, oui, il y avait un certain succès, mais ce succès-là était appuyé, soutenu par des conditions matérielles assez favorables. Non? Je pense qu'il a quand même dû se démarquer des autres parce que le théâtre était quand même... On est dans l'Angleterre anglicane, puis le théâtre est associé au catholicisme. Dans le puritanisme, c'est même mal vu. On veut pas que les femmes fassent du théâtre, mais en même temps, ben là, c'est des hommes qui jouent des rôles de femmes. C'est encore plus mal vu. Et donc, on veut même interdire. Il y a eu la peste. Le théâtre a dû fermer pendant certains mois, voire certaines années, parce que c'était des lieux de rassemblement, évidemment. Puis mais c'était des lieux... Ce qui avait de beau aussi, c'était on en sait, là, c'est que c'était des lieux de rassemblement où toutes les classes sociales pouvaient se rassembler, les hommes, les femmes, les enfants, puis des riches, et c'était d'ailleurs... Il y avait les balcons où on pouvait voir les nobles, alors qu'au plancher, c'était le peuple. Mais en même temps, c'était eux qui étaient souvent les plus proches des acteurs, le peuple. Et puis, mais je suppose qu'il a dû se démarquer pour avoir cette protection-là. Parce qu'en effet, malgré qu'il y avait tout on va dire, ces menaces-là face au théâtre en général, là, pas que le sien, ben lui, il est finalement devenu son théâtre est devenu officiellement le théâtre du roi. Là, et on sait qu'il n'était pas éduqué au niveau universitaire. Donc, on se moquait de lui en tout début de carrière. Ceux qui étaient les poètes universitaires, les dramaturges universitaires, qui forment un groupe. Pas des grandes écoles académiques. Ils ne connaissaient pas autant le latin et le grec. Il n'y a pas des grandes écoles. Il a fait une scolarité de base dans une école de quartier, disons. Mais quand même avec le curriculum classique d'auteur latin, mais c'est pas le même degré. Et pourtant, il a réussi à exceller autant, sinon plus, que ses contemporains. Je pense que le théâtre, on dit le Globe, là, donc c'est vraiment le lieu qu'il a créé pour son théâtre. La particularité, c'est que c'est vraiment un théâtre rond. Puis comme tu disais, c'est possible. C'est un lieu très touristique, on peut aller voir les pièces. Et le public est très, très proche c'est spécial, là. Les gens, ils vont, ils boivent une bière. Donc, les gens sont très, très proches de la scène. Et en fait, Shakespeare serait un peu peut-être l'inventeur du soliloque, c'est-à-dire qu'on est vraiment très intime avec certains personnages ou dans certaines scènes, on entend les pensées intérieures des acteurs ou des scènes très intimes comme la fameuse scène du balcon dans Roméo et Juliette.
Puis il y a vraiment une proximité qu'on voit d'ailleurs dans le fameux film là, de Chloé Zhao, Hamnet. C'est ce qu'on ressent là, vraiment dans une scène en particulier, là, cette proximité-là, qui fait que les gens ils communient avec ce qui se passe sur scène. C'était vraiment quelque chose que, peut-être pas uniquement Shakespeare, mais en tout cas qu'il a su créer là, avec son théâtre. T'allais rajouter quelque chose, non? Pas sur ça. Il y a... peut-être tu parlais du fait qu'il y a eu une éducation, il a appris le latin, tout ça, mais à quoi ça ressemble la langue de Shakespeare? Dans quel contexte là, linguistique ou, disons, linguistico-littéraire, ça s'inscrit son œuvre? C'est intéressant. Vous avez 3 minutes, hein? madame. Ça, je suis vraiment pas une experte de la langue shakespearienne. Je sais qu'il a inventé, on vérifiait ça tout à l'heure, là, entre 20 000 et 30 000 mots ou contribué à les introduire dans l'espace littéraire, ce qui est vraiment significatif parce que avoir un langage parlé ou des mots qui circulent dans la population, puis l'avoir dans un livre qui circule chez les rois, devant des rois, devant des figures nobles et de façon imprimée pendant plusieurs siècles, ça cristallise une langue dans cette forme-là. Puis c'est en fait dans plusieurs cultures, à cette époque-là, c'est ce qui arrive. Hein. Le français aussi se cristallise, se consolide au 16e siècle. Et c'est en 1635, pas longtemps après, qu'on a le dictionnaire de l'Académie française qui fait qu'on parle encore le même français, presque, disons, qu'à cette époque-là, qu'on peut comprendre, qu'on peut lire le français du 16e. Mais c'est un peu la même chose avec l'anglais. On dit souvent que l'anglais, c'est la langue de Shakespeare, mais c'est vraiment pas juste parce que ça donne que c'est l'auteur anglophone le plus connu. Ouais. C'est vraiment parce qu'il a contribué à forger cette langue-là. Il est un acteur. Là, oui, puis c'est très créatif, puis c'est magnifique. En fait, ils sont vraiment chanceux, les anglophones, d'avoir ça parce qu'ils ont des mots magnifiques qui viennent d'un auteur qui aimait son œuvre, qui aimait sa langue à un point tel qu'il trouve toujours la manière la plus... poétique, mais pas... précise. Pas précieux non plus. Non. Pas précieux, pas artificiel. C'est ça qui est fou. Il utilise vraiment un champ lexical populaire aussi et pas seulement, c'est vrai. Il y a un équilibre. C'est vraiment... Moi, quand j'ai regardé le Macbeth, la version de Roman Polanski en fin de semaine, puis je trouve que les acteurs étaient bons et la réalisation était bien, mais tu vois que le texte de Shakespeare se tient. Il est crédible, il est authentique dans un sens. Il va rejoindre une expérience et à travers du langage populaire, à travers du langage recherché, à travers des mots créés. Moi, en fait, je me disais, en tant que personne dans l'assistance, je me demande comment ils recevaient ça. Des fois, les mots qui étaient nouveaux. Donc, il devait y avoir un lien avec une langue qui circulait déjà. Et aussi, il prenait des risques. Donc, il était audacieux. Souvent, ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va transformer des verbes en noms, des noms en verbes. Oui, donc il y a une reconnaissance du mot qui pourrait être connecté d'une origine. Là. Il y a souvent un débat à savoir si, en fait, Shakespeare, c'est un dramaturge ou un poète. S'il faut le lire ou le voir. Moi, je pense qu'il faut les deux, tu sais, en réalité. Ouais. Ou si on a la chance de lire une pièce puis ensuite aller la voir, ou inversement. Tu sais. Mais c'est vrai que c'est aussi il a écrit plusieurs énorme poète. Là. Je sais pas, il écrit comment de sonnets. 154 à peu près. C'est un poète aussi. Quand même fou. C'est fascinant. Et on en parlait un peu hors d'onde, Isabelle. Shakespeare s'est inspiré quand même de textes préexistants. Là, pour plusieurs de ses pièces de théâtre, il va puiser soit dans l'Antiquité, soit dans des histoires, dans l'histoire très concrète des grands de ce monde, des rois d'Angleterre. Il transforme. Il se sert de ce matériau de base-là, mais il le sculpte à sa main quand même, non? Oui, bien, comme je disais, en fait, ça ne s'écrit pas vraiment un texte au 16e siècle qui n'est pas inspiré de quelque chose, de toute façon, en partant. Mais, puis là, je t'établissais une comparaison, je ne sais pas si c'est la plus sophistiquée, là, mais si tu prends un magazine, Allopolis, tu décides de faire un roman d'enquête policière sur une histoire qui est dans Allopolis. Un fait divers. Ouais. Tu t'en es servi, mais c'est ton œuvre qui est vraiment plus intéressante, plus riche, plus travaillée. Mais c'est sûr que c'est comme une matière, c'est généralisé. Rabelais, dans la littérature française, s'inspire de chroniques médiévales, d'un certain Gargantua. Donc, il y a vraiment... c'est dans l'air du temps, mais c'est ce qu'on en fait. Donc, il y a plusieurs autres dramaturges de ses contemporains qui vont s'inspirer. Il y a un livre en particulier là, sur l'histoire de l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, là, dont ils vont s'inspirer, puis notamment pour Macbeth. Mais il va modifier certaines choses, il va modifier certains éléments de l'histoire pour
pour satisfaire, disons, ses buts Quelque chose dramaturgiques, narratif, là. ouais. Quelque chose qu'il fait souvent, puis quand même des fois, qui a un ton un peu comique, c'est qu'il se cite lui-même. C'est qu'il va écrire Roméo et Juliette, puis ensuite, il va faire la pièce... voyons, Songe d'une nuit d'été. Mais dans le Songe d'une nuit d'été, il y a une pièce qui est jouée qui est un drame qui est tout à fait Roméo et Juliette en réalité, où il y a un personnage qui va dire « Ah, j'ai rêvé que j'étais Jules César », mais ça, c'était la pièce qu'il avait jouée 3 mois plus tôt. Mais ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, on va reprendre avec ça de l'autre côté de la pause parce qu'il y a quelque chose d'une conscience du monde et du rôle à la fois de l'acteur, de l'artiste, du comédien, du dramaturge dans le monde d'aujourd'hui. Et cette mise en abîme-là n'est pas seulement une figure de style, mais elle révèle un sens assez profond dans l'œuvre de Shakespeare. Tu allais rajouter quelque chose? En fait, c'est vrai qu'il va utiliser là, des histoires qui existent déjà, comme une genre de matière, mais en fait, il amène ça tellement plus loin qu'il en crée quasiment des archétypes qui traversent comme toutes les époques. Quand tu lis Macbeth ou tu lis Hamlet, oui, Hamlet, c'est la même base que l'histoire du Roi Lion. C'est vrai, c'est une histoire de vengeance avec un oncle qui tue le père. C'est exactement la même base que le Roi Lion. Mais il va amener ça pour que n'importe qui, à n'importe quelle époque, qui lit ça, t'as pas besoin de t'intéresser comme aux détails historiques de l'histoire de Hamlet qui a déjà existé, mais c'est justement les archétypes et les... La portée universelle. Exactement. Je pense que ça, c'est ça qui est vraiment la important force de de Shakespeare. Shakespeare. C'est l'universalité, c'est que les personnages continuent à vivre, même une fois que le théâtre est terminé. Ouais. On revient précisément sur ce point-là tout de suite après la pause. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Alex Deschaines, Isabelle Gagnon et Sean Paradis. On parle de Shakespeare aujourd'hui. Et juste avant la pause, on discutait de la portée universelle, de l'espèce de capacité de Shakespeare de prendre n'importe quelle histoire et de la communiquer d'une manière qui va être pertinente encore pour nous. Encore, c'est comme ça que j'ai commencé l'épisode. D'ailleurs, encore 400 ans plus tard, ça n'a pas pris une ride, cette œuvre-là. Sean, comment il fait Shakespeare pour faire ce tour de magie? Je pense, de un, c'est son génie, peut-être. Je sais pas. Il arrive à extraire comme la quintessence de l'expérience humaine en quelques pages. C'est ça, c'est qu'on peut regarder, l'histoire d'une semaine de la vie d'une personne, mais d'arriver comme à aller chercher les éléments, mettre de l'ordre, puis trouver ce qui est essentiel, ce qui est significatif. Est-ce que je peux suggérer la question? Au sens où, ils posent des questions, les personnages se questionnent. À travers ce qu'ils vivent, il y a une prise de conscience de peut-être qu'ils ont eu tort de faire quelque chose, ou qu'est-ce qu'ils devraient faire, ou ils sont pris en des dilemmes. Souvent, ils ont des désirs contradictoires. Il y a tout ça. Là, puis, donc, et Shakespeare pose des questions à son public, en réalité. Là. Je pense que c'est ça qui rend les personnages universels aussi, entre autres. Hein. Mettons qu'on prend Macbeth comme exemple. C'est vraiment l'histoire, en fait, de... on part vraiment comme de la tentation jusqu'à la perdition. Puis il va te montrer là, de façon tellement précise dans chaque détail, chaque étape de la descente aux enfers d'une âme qui, mauvais choix après mauvais choix, va choisir. Ce qui est intéressant, c'est que tu as Lady Macbeth qui pousse son mari à commettre un meurtre. Puis lui, au début, il est un peu indécis, il n'est pas sûr. Il se dit, si je peux pas quand même la fidélité au roi, mais il finit par commettre l'acte. Alors qu'elle, au début, elle semble complètement intransigeante. À la fin, c'est elle qui vire folle. Et lui, à la fin, c'est lui qui devient vraiment un tyran, alors qu'au départ, il était un peu plus hésitant quand même. Et ils vont suivre comme deux voies, on dirait, contradictoires. Les personnages évoluent dans les pièces. Ils changent. Ben oui, parce qu'au début, il est... Tu vois, c'est ça, c'est qu'au début, il est sensible, il est pas encore mauvais, fait qu'il y a la tentation de faire le mal, il hésite. Là, il se dit, là, il pense aux conséquences, il pense aussi à, le roi, comment il s'appelle? Duncan, qui est innocent, qui est même... Il sait qu'il est un bon roi. C'est un bon roi. Fait que là, il passe en revue toutes les
c'est ça, c'est sa conscience, en fait, qui lui dit ben là, tu peux pas le tuer, c'est ton ami, tu l'héberges chez toi. En plus, c'est vraiment un très bon roi. Puis après, il fait comme je peux pas faire ça. T'sais. Puis là, tu le vois, là, ça le dégoûte là, de faire le mal. Puis le prix qu'il paye à traverser cette barrière-là, puis à se corrompre le cœur, c'est ça qu'on voit. Là, Et qu'il l'endurcit. Mais tranquillement, puis action par action, il devient de plus en plus endurci jusqu'à... C'est le vice, finalement, qui est démontré à travers ça. C'est-à-dire le mal qui entraîne le mal ou qui, justement, ce durcissement du cœur, qui est une expérience qu'on a, en tout cas, j'imagine, un peu tous faite à divers degrés, peut-être pas au point du régicide, là, Non. comme dans Macbeth, mais au moins, à chacun à son niveau, le mal endurcit notre cœur, nous referme sur nous-mêmes. Les tentations qui viennent parfois de l'intérieur, parfois de l'extérieur aussi. Comme tu dis, la question, c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que c'est facile de se reconnaître dans chacun de ces personnages-là, non? Oui, puis aussi, c'est qu'on voit aussi la liberté de Macbeth. Ouais. On voit à chaque fois à quel point on voit la part de la tentation qui est extérieure ou, tu sais, tu as les sorcières qui représentent, on va dire... Une sorte de divination. on va dire le démon. Ouais. OK, ouais. Carrément ça, là, c'est carrément, on va dire que c'est comme Le roi James, c'est parce que cette pièce-là a été faite spécifiquement pour plaire au roi qui aimait les histoires de sorcières et lui venait d'accéder justement à la royauté. Là, je pense que c'est la première, en tout cas une des premières pièces qu'il a écrit tout juste après, justement, c'est puis le début de son règne. Puis c'est comme si on veut montrer un bon et un mauvais roi. Parce qu'après, il y a aussi... je me souviens... Moi, j'oublie toujours les noms des personnages, ce qui n'est jamais une bonne chose. mais le fils qui est de... Banquo. Malcolm? Le fils de Banquo? Le fils de Banquo, c'est ça qui va... Clint? Parce que lui, le roi James se considère comme un descendant de Banquo. Donc, il est de la bonne lignée, puis c'est ce qu'il veut présenter. Qu'est-ce que c'est qu'un valeureux roi et qui vient restaurer l'ordre? Ben, ça m'amène un peu à... On parle de la descente de Macbeth. Puis moi, pendant des années, j'entendais parler de Macbeth, puis je me disais, c'est vraiment son histoire à lui, l'histoire de Lady Macbeth, puis c'est ça qui prend toute la place. Puis j'avais l'impression qu'il n'y avait peut-être pas d'équilibre, finalement, dans la pièce, mais en réalité, il y a un équilibre d'intégrité dans d'autres chevaliers, notamment Banquo, dont on vient de parler. Puis d'autres aussi, il y a comme une résistance. Finalement, il s'échappe pas. Il y a pas... il fait ces crimes-là, puis pendant longtemps, on dirait qu'il s'en sort sans conséquence. Et finalement, ça ne marche pas aussi. C'est ça aussi la... À l'instant même où il commet l'acte, déjà là, il récolte les fruits du mal qu'il fait. L'amertume, le c'est ça. désespoir. C'est ça, oui, ça commence déjà. Mais même à la fin, dans le sens qu'il se fait arrêter aussi dans son élan. Il se fait confronter par les autres. Il ne peut pas continuer d'être un roi tyran. Dans le sens que sa tyrannie ne dure pas passer la fin de la pièce, finalement. Non. Mais en réalité, c'est vrai, comme tu dis, sa conscience, c'est la première conséquence grave. Puis la peur. Puis la peur, oui. C'est surtout ça parce qu'avant, il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Mais c'est lui, après, il dit « Ah, Banquo, il s'en doute. Oui. Fait que là, je vais le tuer. » Ah, puis tu sais, mais il aurait pu ne pas faire ça. Il aurait pu ne pas faire ça, puis peut-être qu'il s'en serait sorti, on ne sait pas. Puis c'est ça ce qui nous indique qu'un mal en attire d'autres, finalement. Là. Mais... La tentation ne s'arrête pas après un geste. Là. Non, la tentation ne s'arrête pas après un geste, mais c'est qu'il y a comme plusieurs... Tu sais, il parle des différents châtiments comme il y a ben, tu fais un crime, tu peux aller en prison, tu peux... mais tu sais, déjà, tu as le châtiment comme de ta propre conscience et aussi de la transformation de au réel, le regard... Exact. Et c'est pour ça qu'il... de ce que je comprends, il devient paranoïaque ou... Exactement. Ouais. Il perd la paix, en fait. C'est ça, parce qu'on perd le contact avec le réel. C'est ça qui fait le mal ou le péché, nommons-le, en chacun de nous. C'est que, finalement, ce qui est évident, on vit dans notre tête, finalement. Mais c'est une chose que j'ai envie de faire ressortir aussi, parce que tu parlais d'équilibre. Il y a peut-être une forme d'équilibre dans la pièce, mais souvent, c'est dans le théâtre, en général, de Shakespeare. Par exemple, on a une pièce comme Othello où il y a le personnage de Iago qui est peut-être une des pires crapules dans tout. Vraiment, souvent, les personnages ont des ombres et des lumières, alors que lui, il est vraiment juste mauvais. Il inspire, il fait croire à Othello que sa femme commet l'adultère, il le pousse même à la tuer. Mais il y a une autre pièce où il se passe sensiblement à peu près la même chose, qui est beaucoup de bruit pour rien, où tu as Don John
qui fait croire à Claudio que sa fiancée, Hero, en réalité n'est pas pure et puis le trompe, etc. Mais finalement, cette histoire-là est déjouée et puis la vérité se fait. Et je pense c'est que le pendant comédie. Ben voilà, c'est que Shakespeare, il fait toujours ça. Je pense souvent d'imaginer comment un scénario ou une même genre d'intrigue pourrait mener à deux voies complètement différentes si... Puis des fois, c'est pas juste une question de liberté, oui. Des fois, c'est si certains personnages avaient pris la bonne décision. Mais il y a aussi toute une histoire, il y a aussi tout un rapport à la vérité, le semblant. On fait croire des choses. Et puis, si on a la chance que finalement quelqu'un nous révèle la vérité, peut-être que l'on ne prendrait pas les mêmes décisions. Il y a beaucoup, je trouve, ce rapport-là à qu'est-ce qu'on veut faire croire aux gens. Parce qu'il y a aussi ça, au fond, c'est que dans l'histoire de Macbeth, c'est que Macbeth, il reçoit une prophétie comme quoi il va devenir roi. Et puis c'est Lady Macbeth qui, entendant cette même prophétie-là de la bouche de Macbeth, se dit « Ah ben il faut le réaliser, il faut le faire, puis on va... » Il y a déjà la tentation avant. Oui, peut-être. Et donc, il y a à la fois cette prophétie-là qui aurait pu ne pas se réaliser. C'est des sorcières. T'as Banquo à côté qui représente... il entend la même chose, il n'agit pas de la même manière. Lui, il n'est pas intéressé par des espèces de... C'est vrai, de magouilles. Oui, tu sais, entendre les tentations, puis de se dire, hey, dans le futur, tu pourrais... Être père de roi. Il est comme ça, c'est malsain, ça. C'est comme jouer à Ouija, mettons. Banquo, c'est comme... tu veux jouer à Ouija, puis l'autre, il est comme, hey, ouais, je veux. Fascination. Il y a une fascination pour... Puis tu vois déjà que c'est comme... il y a comme une graine, là. Déjà qui est semée, de la tentation. Tu parlais du jeu des apparences, Alex, sur le fronton là, du Théâtre du Globe, c'est écrit Theatrum Mundi, le Théâtre du Monde, comme un programme, en quelque sorte. Hein, comme aussi, ça s'entend de plusieurs manières, comme quoi le monde est un théâtre. Et aussi, parce que le fameux Hamlet parle ce globe distrait en parlant du théâtre, en parlant du monde et en parlant de sa propre tête. Ben ouais, c'est ça. Donc, le théâtre de nos propres pensées, parfois, qui peuvent être contradictoires et nous mener... Il y a presque aussi une allégorie de la caverne. Là. Tu parlais de la conscience. C'est-à-dire que est-ce qu'on est vraiment conscient ou des fois on l'est un peu trop ou pas assez du fait qu'on a chacun un rôle à jouer? Il y a peut-être des fois un metteur en scène... est-ce qu'on est manipulé par ce metteur en scène-là? Est-ce qu'on est vraiment libre? La question de la liberté est là bien souvent. Alors que souvent dans les comédies, c'est justement... alors que dans les tragédies, on dirait que le monde écrase les personnages. On dirait que dans les comédies, il y a toujours justement un personnage un peu divin, on dirait, ou quelqu'un qui a le pouvoir de venir changer le destin, intervenir. Et il y a ça. Dans Hamlet, il dit carrément le monde entier est un théâtre. Là. C'est textuel. Oui, moi, j'ai un petit passage de Macbeth là, que j'aime beaucoup. Juste après le suicide tragique de sa femme qui a perdu la raison. Je veux dire, tu l'as déjà dit, hein? Tu l'as déjà dit. Mais c'est aussi que je pense on peut pas parler de Shakespeare sans nommer les choses parce que sinon, je veux dire, divulgateur extrême en début d'émission, s'il vous plaît. Et il se divulgue lui-même. Hein? Il se divulgue lui-même. Mais c'est qu'il y a une évidence, c'est une tragédie. Donc, tragédie dit tout le monde meurt à la fin. C'est ça les tragédies à cette époque-là. Bref, mais c'est intéressant parce que Macbeth, il y a un passage qui est souvent cité, mais par un personnage, finalement, qui est au plus profond de son trou de désespoir, finalement, puis de tyrannie. Mais il y a une allusion au Theatrum Mundi. Il dit, la vie n'est que... Là, je donne la traduction seulement. La vie n'est qu'une ombre en marche, un pauvre acteur qui se pavane et se démène son heure durant sur la scène, et puis qu'on n'entend plus. C'est un récit conté par un idiot plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Donc, c'est intéressant parce qu'on parle de ça. Nihiliste là-dedans. Oui, mais il devient nihiliste de par ses actions mauvaises. Au départ, il n'est pas nihiliste. Ah ouais. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est ses choix délibérés d'actes mauvais qui l'entraînent dans une spirale nihiliste. Oui, puis il voit la vie... Là, il parle de la vie d'un autre. Là. C'est comme la vie, c'est une pièce de théâtre, tu fais ton art, tu t'en vas. Mais c'est absurde. C'est absurde. C'est raconté par un idiot. C'est raconté par la personne qui aime le moins de la vie. Finalement, lui, peut-être c'est lui qui est l'idiot. En tout cas, il y a comme mais il est vraiment dans son nuage, puis il va être... il va pas gagner. C'est ça, c'est un homme qui a perdu déjà. Donc,
est-ce qu'on peut Donc, le croire? il y a quelque chose de moral là-dedans. C'est-à-dire est-ce que je me trompe? Pas seulement, oui. C'est parce que si Shakespeare met ces paroles-là dans la bouche de quelqu'un de déchu, c'est... Pas nécessairement, je Non? pense, parce que Vous voyez ce que je veux dire? je peux me Ouais, tromper, ouais. mais j'ai l'impression que souvent, certaines tu sais, Shylock n'est pas nécessairement un personnage blanc là, dans Le Marchand de Venise, puis pourtant, il délivre à un moment un des plus beaux textes de Shakespeare. Tu sais, est-ce que je ne saigne pas comme vous? Est-ce que... Parce que, tu sais, Ouais. évidemment, il est ostracisé à Donc, c'est cause pas à de son, trancher au de son couteau, les judaïsme. personnages mauvais Non, disent des c'est choses ça. mauvaises. Ouais, je pense qu'on peut Ouais. interpréter ça de différentes façons, au sens où on peut reconnaître qu'il a raison, on peut voir une espèce de lumière dans les ténèbres, ou on peut dire que, puis moi, c'est mon interprétation au sens où il dit ça, mais en fait, c'est le reflet d'un désespoir qui l'amène au C'est aussi nihilisme. vrai. Ouais. Puis, tu sais, il y a des lunettes noires, là, tu sais, dans le sens que on peut pas le croire, mais c'est intéressant, puis ça montre que on peut se rendre là. Quelqu'un peut se rendre là, quelqu'un peut se rendre à voir les humains comme, comme de la performance, comme une façade, comme de l'artifice, Ouais. au lieu d'être des vraies personnes qu'il vaut la peine de préserver, puis pour lesquelles on doit combattre nos tentations Puis intérieures. en même temps, ce que je trouve fort intéressant dans ce qu'Isabelle dit, c'est que je pense que Shakespeare nous révèle beaucoup de nous-mêmes. C'est que tout ce que tu sais, Oui, finalement, c'est parce d'une qu'au façon ou fond, d'une autre, c'est ça. c'est oui. qu'on découvre nos valeurs, on s'entend penser en lisant ou en voyant Shakespeare. Non, mais c'est vrai. Et les gens Comme quand on réagissent. voit un Tarantino puis on a soif de vengeance avec les personnages, ben ça nous révèle à nous-mêmes. Ou justement, on a, tu sais, c'est parce qu'on peut voir Roméo et Juliette et se dire, ah, ben, tu sais, c'est deux amants qui, au fond, c'est un amour d'adolescent qui est allé trop loin. Ou bien de voir la noblesse puis de croire, ben non, au fond, il y avait une force d'amour-là, de personnes qui étaient prêtes à donner leur vie entière l'un à l'autre, et c'est le monde autour d'eux qui n'était pas capable d'accueillir l'amour. Mais finalement, ce que toi, Ça comment nous renvoie à la t'interprètes... question jusqu'où je ça serais capable s'envoie d'aller à dans mon soi-même, amour. exactement, ça nous renvoie à nous-mêmes, Ouais. le théâtre de Shakespeare. Et ça revient à ce que tu disais en début de segment sur la question, là, c'est-à-dire que à travers ce qu'Isabelle vient de nous lire, ça nous renvoie à la question du sens de nos existences à chacun de nous. Tu sais. Et ça fait le pont avec la troisième section qui s'en vient après cette petite pause. Révélation, des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires, des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant, Sean Paradis, Isabelle Gagnon et Alex Deschênes pour parler de Shakespeare aujourd'hui. Ça fly à une vitesse... fly, c'est un mot anglais dans la langue de Shakespeare. Mais oui, c'est ça. Ça fly. Alors, on a parlé du contexte de l'œuvre, on a parlé de certains des grands thèmes qui traversent. On a parlé surtout de Macbeth, mais aussi d'autres œuvres de Shakespeare. Et là, pour les minutes qui nous restent, on avait envie d'évoquer ou en tout cas d'essayer de voir certains aspects spirituels dans l'œuvre de Shakespeare. Parce que c'est pas à proprement parler. Tu faisais l'opposition, Alex, avec le théâtre qui était traditionnellement catholique, c'est-à-dire les mystères qu'on voyait là, dans le Moyen-Âge, c'était des pièces, des vies de saints, des extraits de la vie du Christ, etc. Là, on est complètement ailleurs. On n'est pas dans du théâtre proprement religieux, mais qui, comme on vient de l'évoquer dans les dernières minutes, aborde des questions de sens, mais ma foi, si Métaphysique. profondes, sur la nature humaine, sur la liberté, sur le mal, qu'on ne peut pas passer à côté de ça. En fait, c'est que ça peut nous aider, même personnellement, dans une recherche de vérité. Ça a été le cas de Sean particulièrement, non? J'allais juste commenter, là, ouais. ça fait le pont. Tu sais, on disait... on a fini en disant, par exemple... Je disais que Shakespeare nous reflète nous-mêmes, Oui. en fait, ouais. Puis, tu sais, on parlait à la fin de Macbeth, on disait, bon, tu sais, il se mène au désespoir, puis ça, c'est le fruit de s'être enfoncé dans le péché librement, puis à le vouloir plusieurs fois. Mais il y a une scène, presque à la fin, où Macbeth est avec un médecin, puis il regarde sa femme, Lady Macbeth, qui est rendue... Qui a perdu Il a la perdu raison. la Elle raison. a perdu la raison, puis à cause de la culpabilité qui est trop grande, puis ça la brise. Puis lui, il dit, tu sais, t'es pas capable de trouver un remède ou de trouver un remède comme un médicament ou de sortir, d'éliminer certains souvenirs qu'elle a. Je veux dire, c'est juste un cerveau, c'est de la matière. Puis le médecin dit, tu sais, il y a un moment donné, la culpabilité, t'as besoin du divin, tu sais, pour... elle a besoin comme de la miséricorde de Dieu, cette personne. Il n'y a pas d'autre moyen humain
c'est pas vrai que tu peux t'en sortir en choisissant comme... tu peux pas juste comme... Il n'y a pas de pilule pour la culpabilité. Il n'y a pas de pilule pour la culpabilité. Ça, c'est quand même... Il dit juste ça comme le médecin dans la pièce, puis il s'en va, mais c'est fort. Je trouve qu'il y a souvent des moments dans Shakespeare où on sent une espérance. J'oserais dire une espérance chrétienne ou un sentiment eschatologique. Lui, dans un Pas contexte... juste un espoir que ça va mieux aller, non, mais non, d'une une vie après la espérance, mort, c'est-à-dire quelque chose etc. de plus grand. Et tu sais, il est dans un milieu anglican, mais lui, il avait des affinités catholiques, surtout du côté de son père. Et même que, par exemple, un personnage comme Hamlet, ou plutôt le fantôme de son père, parle du purgatoire, dit qu'il est dans un lieu où il doit être purifié de ses erreurs. C'est clair. Voilà, C'est une patente assez catholique. Exactement. On va se le dire, ouais. Et où moi, un passage que j'aime beaucoup, c'est Roméo qui rêve qu'il est réveillé par... qu'il est mort. Je pense littéralement qu'il est mort, puis qu'il rêve qu'il est réveillé par le baiser de Juliette, qu'il est ressuscité par son baiser, qu'il se réveille empereur. Et c'est tout le contraire qui se passe après, évidemment, on le sait. Là, je pense que tout le monde le sait. Puis on pourrait trouver ça purement ironique, Ouais. mais on peut voir ça aussi peut-être comme le signe que finalement, au-delà de leur mort, il y a quelque chose d'autre. Peut-être. Une trace, en tout cas, du moins. Puis de l'autre côté, puis je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, bien, clairement, il y a aussi des personnages où il y a des passages plutôt nihilistes, puis même que le mot « rien » était un des mots qu'on voit le plus dans l'œuvre de Shakespeare. Mais le fait mais Shakespeare, c'est jamais juste il n'y a rien ou le désespoir, c'est qu'il pose la question. Et le fait qu'il pose la question de manière très sérieuse, voilà, il montre qu'elle vaut la peine d'être posée, cette question-là. Je pense que ça, c'est un élément spirituel, là. Posons-nous la question de ce qui nous attend. Tu sais. Il prend la vie au sérieux, il prend l'auditeur, le spectateur au sérieux aussi en l'invitant à se poser cette question-là. Isabelle? Oui, mais je suis bien d'accord. Moi, j'ai tendance à penser aussi qu'il y a des figures christiques. On parlait de Macbeth tantôt, puis de Banquo, puis qui est un peu sacrifié, mais que son intégrité, son honnêteté, sa vertu, finalement, dépasse la tombe au sens où il est encore reconnu comme tel, puis son esprit d'intégrité, finalement, est repris par d'autres, alors que... C'est ça. Donc, je trouve qu'il y a comme souvent des figures qui choisissent le mal, puis qui tentent d'éliminer d'autres qui ont choisi le bien. Puis on pourrait se dire que c'est ça, puis que le mal peut vraiment prendre le dessus, mais finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça, finalement. Parce que les victimes innocentes, il y a quelque chose de leur bonté ou de leur charité qui les dépasse. Oui, c'est ça, absolument. Puis je nommais Roméo et Juliette, ça prend le sacrifice de Roméo et Juliette pour ramener la paix à Vérone. Alors que si on avait deux familles qui se disputaient incessamment, tu sais... Ça prend le sacrifice d'Hamlet aussi pour ramener comme la paix aussi au Danemark. Comment l'œuvre de Shakespeare, en nous dévoilant parce que c'est ça, on vient de le voir, ça peut être un peu désespérant de voir la nature humaine, voir le mal, voir le péché qui nous traverse tous. Il y a beaucoup d'amour aussi, il y a beaucoup de belles choses. C'est ça. Mais comment cette photo-là, c'est un peu anachronique de parler de photo, mais ce portrait-là de la nature humaine, fait avec tant d'acuité par Shakespeare, nous parle de Dieu par la bande, là, ou par ricochet? Moi, c'est souvent par la question du mal, en fait. T'sais. Ah ouais? Ben, oui, c'est... Paradoxalement. Paradoxalement, mais tu sais, c'est quand même la question, souvent, qui est la plus... peut-être la plus importante. C'est la question du mal dans le monde. C'est la plus grande objection à l'existence de Dieu. Puis, moi, c'est peut-être les œuvres qui me... Tu sais, je sais pas, Dostoïevski, c'est aussi ce chemin-là qu'il prend pour attaquer la question. Mais c'est vrai que moi, je trouve que Shakespeare, c'est souvent par le mal qui montre... Je sais pas si on n'a pas aussi des figures un peu miséricordieuses, comme surtout vers la fin, dans La Tempête. Là encore, je me souviens plus du nom du Prospero? Oui, Prospero, voilà. Puis pardonne à ses... c'est ses filles, non, c'est ça? Puis, mon Dieu, parce que c'est loin dans ma tête, mais je me souviens que ça faisait tellement contraire à d'autres figures de pères dans Shakespeare qui veulent forcer le mariage, qui veulent punir. Ou qui veulent... Et puis là, tout d'un coup, on a comme un revirement là, dans une réconciliation. Oui. Mais par le mal, en le sens que
j'ai l'impression tu peux toujours imaginer des qualités idéales, dans un sens où des qualités qui sont idéales et donc qui sont un peu déconnectées de la réalité, mais vers lesquelles on essaie de tendre. Mais quand on représente le mal, on n'a pas le choix, si on veut être vraiment crédible, de représenter une certaine humanité, puis ça nous convainc de notre humanité, j'ai l'impression. Un excellent portrait du mal, ça nous convainc. De montrer à quel point c'est ça, oui. Ça, c'est nous, puis ça, c'est nous qui choisissons ça. Fait que s'il y a du bien, puis que nous, on est capable de choisir ça, et on le fait de différentes façons, bien, sans doute que ce bien-là, on n'en est pas vraiment responsable parce que il nous échappe, il nous dépasse, en fait. Puis c'est... Oui. C'est... ouais. Tu sais, lorsqu'on voit un visage, par exemple, défiguré, la raison pour laquelle ça nous heurte tant, c'est que, justement, on sait que le visage, il est censé être beau, en fait. C'est pour ça que ça nous... Puis je trouve que Shakespeare, c'est ça qu'il vient faire. En montrant des visages défigurés, des âmes défigurées. En défigurant les âmes à ce point-là, c'est nécessairement, tu te dis, tu sais, parce que le mal existe, tu es obligé de dire que le bien existe aussi. Parce que c'est un peu l'argument aussi là, de C.S. Lewis. Tu sais, ceux qui se révoltent contre l'injustice, par exemple. Puis je pense en même temps, tu sais, je reviens encore avec les comédies, mais qu'il y a vraiment aussi une... Il fête la vie aussi, Shakespeare. Il y a vraiment une affirmation de la vie dans plusieurs autres pièces. Où, le jeu, il y a des pièces qui finissent en mariage. Puis... Un songe de nuit d'été. Oui, un excellent exemple. C'est très beau, c'est très apaisant. C'est dans le royaume des fées. C'est très joyeux. Puis c'est... Ouais, ça... puis le mal qu'il montre dans certaines pièces, je pense... En fait, quand je disais Songe de nuit d'été a été fait tout de suite après Roméo et Juliette. Puis, c'est drôle parce que dans Roméo et Juliette, il y a une scène très bizarre où il y a un personnage qui évoque un rêve, qui rêve justement, une espèce de monde de rêve avec des filles. Puis tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis tu te demandes vraiment qu'est-ce que ça fait quand tu vois la pièce. Mais au fond, on dirait qu'il annonçait la pièce qu'elle allait faire. Oui. Puis on dirait qu'il annonce la pièce qu'il va faire. Et dans cette pièce-là... c'est la bande-annonce. En fait, c'est que souvent, les tragédies chez Shakespeare commencent de manière très comique et finissent de manière très tragique. Et les comédies, c'est l'inverse. Ça commence souvent dans des situations où tu te dis, mais comment ils vont résoudre ça? Ça part en tragédie et ça finit finalement bien. C'est la vie qui gagne, c'est l'amour qui gagne souvent. Tu sais, on n'a pas abordé le thème de l'amour, mais je pense que c'est qu'il y a une prise de conscience de l'amour chez Shakespeare, la nécessité que l'amour soit libre, que l'amour soit réciproque. C'est fort, ça. Là. Absolument, c'est vrai. C'est très présent dans toute l'œuvre de Shakespeare. En fait, il n'y a pas une pièce de Shakespeare dans laquelle il n'y a pas des amoureux qui sont qu'on veut séparer ou des gens qu'on veut contraindre au mariage ou des maris ou des femmes qui sont trompés ou manipulés. C'est un des thèmes qui est toujours en filigrane là, chez Shakespeare, l'amour. Mais l'amour est affirmé comme une force qui peut... Comme un lieu de blessure aussi, par contre. Oui, qui peut être un lieu de blessure, mais qui peut être aussi, heureusement, un lieu de vie et de don. Le mot don revient chez Shakespeare, dans Roméo et Juliette. L'amour veut être total. Ça s'arrête pas au pur plaisir. Parce qu'on voit dans Roméo et Juliette des personnages qui veulent juste avoir du plaisir, alors que Juliette, elle veut se donner tout. Et c'est pas glorifié, ce côté-là égoïste. En même temps que je pense pas qu'on puisse jamais dire voilà la philosophie de Shakespeare en prenant un personnage. Ouais. Quand on a une vue d'ensemble, il y a quand même des choses qui ressortent. Là, Isabelle? Il fait des portraits. Hein. C'est comme... C'est le génie de Shakespeare, c'est qu'il fait pas de la philosophie, hein. Comme on en parlait un petit peu tantôt, là, mais c'est le goût et le dégoût esthétique qui mènent un peu ses portraits. C'est quelque chose que, comme tu dis, le visage défiguré, mais Macbeth, tu le lis, puis t'es juste horrifié, puis t'as juste envie de dire arrête, t'as envie de lui dire arrête. C'est laid. Ne continue pas dans tes gestes, c'est mauvais. Puis c'est un cauchemar. C'est ça. Puis, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est vraiment crédible, parce que c'est un personnage complexe. Puis on dit même, en plus, Macbeth, c'est surprenant parce que la version qu'on a est très brève, alors qu'elle aurait peut-être été plus longue à l'origine. C'est la plus brève de ces tragédies. Alors que dans les autres, les personnages sont encore plus complets. Donc, imagine, capable de faire ça il y a quand même une certaine complexité, mais dans Hamlet, moi, je trouve ça fascinant à quel point chaque personnage se tient. Puis je le verrais marcher devant moi, puis je serais pas surpris qu'il existe. Je veux dire, il se tient vraiment dans les mots pour la scène, pour une... Mais comment c'est possible? Puis ça fait 500 ans.
Puis il y a des choses qui se faisaient à cette époque-là qui n'ont pas le même esprit d'authenticité, là, d'universalité, d'intemporalité. Donc, ça, je trouve ça quand même fascinant. Là. Donc, je sais pas, peut-être si tu as quelque chose à dire sur Hamlet encore. Là, il me semble. Ben, il y aurait plein de choses à dire, mais un pont, en tout cas, aussi, des fois, qui fait comme. Il y a des clés de lecture que tu peux. Il y a une clé de lecture dans Hamlet, par exemple, qui complète un peu un des problèmes qu'on peut retrouver dans Macbeth. Mm-hmm. Parce que Macbeth, ça finit, ben là, il est allé jusqu'au bout du mal, puis c'est genre un cul-de-sac. Mais tu as un personnage, l'oncle de Hamlet, Claudius, qui, à un moment donné, est rendu au stade un peu comme... peut-être pas aussi loin, mais il est rendu trop loin dans son crime. Puis là, il se pose la question, il se dit... OK, là, j'ai tué mon frère pour avoir la couronne et pour prendre sa femme en même temps. Là, si je veux comme m'en sortir, qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Puis là, il se dit... Bonne question. Puis là, il dit, je dois comme faire... pour pouvoir me repentir, je dois nécessairement délaisser les biens comme que j'ai... Acquis malhonnêtement. Oui, il dit, je peux pas garder ma couronne puis la reine, puis dire, ah ben Dieu, pardonne-moi, ou genre de me sortir de ma culpabilité. Il y a une réparation qui peut être faite. Il se rend compte, là, le seul chemin pour me sortir de ça, c'est le divin. Il le sait, il le voit, puis il n'est pas capable comme de se repentir, de trouver un chemin de rédemption par... C'est vrai, mais donc c'est ça, on arrive à un autre chemin, une autre piste qui crée du questionnement. Moi aussi, j'avais été frappée quand même. Hamlet, c'est un personnage qui hésite aussi, qui a beaucoup une vie intérieure, comme le soliloque dont on parlait aussi, l'espèce de discours intérieur, mais... Une conscience qui finit par se torturer un peu. Par se torturer, mais qui ne mène pas nécessairement à l'action aussi avec Hamlet. Non, ça l'empêche d'agir, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est fascinant, ça aussi, parce que j'ai l'impression... Moi, j'ai l'impression de voir c'est Gen Z là-dedans. C'est tellement Gen Z, j'allais dire. C'est juste un espèce de... c'est être ou ne pas être. Mais c'est clair que c'est un ado... La question. Donc... je vais aller dans quel programme à l'université? Ou dans rien, peut-être. Oui, il y a une espèce de... Même plus simple que ça. Là. Juste pourquoi participer à la vie telle qu'elle est, à ce monde, à cette politique? Il y a quelque chose de Est-ce que ce serait pas mieux de dormir et de... Oui, ou de me réfugier dans un monde virtuel parallèle. Là, ça absolument. Donc, il y a quelque chose pour tout le monde, finalement. Mais d'où la scène sur peut-être la citation sur le suicide la plus célèbre jamais écrite. Là. Ouais. Être ou ne pas être. Il se pose la question, pourquoi est-ce qu'on peut pas se suicider, dans le fond? Puis là, il se dit, OK, c'est que si je me tue... Puis là, il compare... Il s'imagine que tout arrête, mais en même temps... Il compare la mort à un genre de sommeil. Puis ça revient souvent dans Shakespeare, le sommeil, dans toutes ses pièces. Là, comme... Mais il a peur des rêves qu'il pourrait faire. C'est ça, il dit, quand je m'endors, il y a un rêve qui vient après. Fait que là, ce sommeil-là, c'est quel rêve qui vient après? Si je me tue, ben peut-être que c'est peut-être pas un beau rêve. Là, puis il dit, en fait, c'est ça. Puis si on ramène ça, on avait parlé un peu de la biographie, puis c'est le personnage Hamlet, c'est vraiment le nom de son fils, là, c'est vraiment... c'était un peu le même mot à l'époque là, pour... Et donc, lui-même a fait face à cette mort-là, à une grande tragédie dans sa vie. Parce qu'il y avait sa fille aînée, Susanna. Après, il y a eu des jumeaux. Oui, des jumeaux. Puis Hamlet, qui est un des deux jumeaux, est mort. Ouais. Je crois pas du tout qu'on peut résumer Hamlet à cette pièce-là, mais je pense que dans cette espèce de... Est-ce que ça vaut la peine d'affronter tout ce que la vie nous envoie, tu sais? Comme épreuve. Comme... Et puis, je pense qu'il y a de sa tragédie personnelle. Sûrement que dans... Tu sais, je pense qu'un écrivain écrit toujours avec sa vie. Ben oui. Et puis, sans que, comme je disais tout à l'heure, on peut se dire, ah ben ça, c'est Shakespeare, ou ça, c'est Hamlet, ou ça. Mais qu'en même temps, il y a de lui il y a du Shakespeare dans un peu de tous ses personnages. Tu sais, il doit lui-même se penser quelque chose, puis s'auto... Tu as un autre personnage, Horatio, qui, à quelque part, je pense, va dire que comme Job, tu sais, que ce soit le malheur ou que ce soit le bonheur qui t'est envoyé par... Tout mène au bien. Il dit, tu sais, il faut que tu fasses le bien quand même, tu vives ta vie de façon vertueuse.
C'était tout le temps qu'on avait. Merci à vous trois, Chante Paradis, Isabelle Gagnon, Alex Deschênes. C'est un vrai plaisir de discuter de Shakespeare avec vous. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.